j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui avait été demandée par plusieurs personnes, qui sont des recommandations de lecture, mais des lectures un petit peu plus douces, un petit peu plus doudou. Et je me suis dit qu'en plus la période y correspondait bien puisque nous approchons de plus en plus de Noël. J'espère que je vais pas avoir à couper cette vidéo. Alors je me suis mise en haut parce que j'ai un de mes loulous que j'ai dû aller rechercher à l'école. Donc apparemment, des maux de tête, ça ressemble un peu à une sinusite. Alors je sais pas trop parce que sur le coup, il me dit: «Oui, j'ai reçu un coup, au foot». Je pensais que ça datait d'hier. Non, ça date de la semaine dernière. Donc c'est pas ça. Donc on va voir, essayer de lui trouver un rendez-vous, pour voir tout ça et puis, voilà. Donc pour l'instant, j'aurais peut-être coupé entre 2 la vidéo. Là, il est au repos et puis on verra, entre 2 s'il faut que je fasse la vidéo en plusieurs temps et voilà, voir, comment, il va, mais bon, c'est des petits accidents d'enfants malheureusement de temps en temps. Donc sinon pour en revenir, aux lectures doudou, je voulais vous présenter d'abord 3 lectures qu'on pourrait classer en lecture, jeunesse, young adulte. Alors le premier que j'ai lu, c'est L'âme des mondes, tome 1, l'objet du choix de Lynn Souris. Là, on va suivre Tilia, qui a 16 ans, mais franchement, voilà, on va suivre des ados, mais ils sont pas, voilà, ils ont pas un langage, trop ado justement qui pourrait être, ordurier ou malpoli ou voilà, avec des expressions, qui qui seraient, déplacées pour des jeunes lecteurs. Non, c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture, hein. C'est des lectures que je effectivement jeunesse ou young adulte, mais que j'ai beaucoup aimé aussi en tant qu'adulte et en fait, Tilia va découvrir, certains secrets. Son grand-père a été emprisonné il y a des années de ça, quand elle avait 7 ou 8 ans, si je me souviens bien. Là, elle en a 16, son grand-père mais elle ne sait pas où est-ce que son grand-père a disparu, où il a été enfermé. Il a été accusé de quelque chose, on ne sait pas trop quoi, alors qu'on voit au tout début qu'elle est très proche de son grand-père et en fait, elle a une illusion qui apparaît devant elle. Il faut savoir que comment Tilia est très très douée avec le dessin. C'est très bien dessiné et en dessinant, enfin, il y a son grand-père qui finit par apparaître devant elle et là, en fait, les portes d'un autre monde vont s'ouvrir pour elle et pour une de ses amies. Elles vont se retrouver effectivement dans un autre monde. Alors, je ne sais plus par contre comment il s'appelle cet autre monde. C'est pas noté. C'est Julius, voilà, c'est Julius. En fait, alors c'est pas tout à fait un autre monde, c'est un monde parallèle au nôtre où, l'entité qui a créé ce monde, qui s'occupe de ce monde, qui le protège, a notamment mis les espèces en voie de disparition ou des espèces disparues et les a mises à l'abri. Donc on retrouve par exemple des dinosaures, qui ont évolué, donc qui savent parler, qui sont intelligents, qui ont changé de couleur, qui sont plein de couleurs. En fait, ça on imagine un monde plein de couleurs dans ce roman, c'est ça qui est très sympa. Il y a un peu des vibes automnales en plus avec ces feuilles, je trouve vraiment la couverture, elle représente bien l'idée qu'on se fait du monde quand on le lit. Et c'était vraiment sympa, c'est assez féerique puisqu'on a plein de créatures comme ça qui apparaissent, qui ont soit disparu de la surface de la terre, soit qui se sont transformées au fur et à mesure de leur évolution. Et puis bien sûr, Tilia va partir à la recherche de son grand-père. Son ami qui l'accompagne va aussi découvrir certaines choses. Donc c'était vraiment une bonne lecture, une lecture voilà, toute douce et toute doudou. Ensuite, j'ai lu alors on est un petit peu dans les mêmes vibes, voilà, où on se retrouve dans un autre monde qui est pareil, très féerique. C'est La magie en héritage de Lila Pamperetti, qui est très beau aussi au niveau couverture. Où là, on va suivre 2 sœurs qui, voilà, malheureusement, elles ont perdu leurs parents, donc ce sont leurs grands-parents qui les ont élevées et leur grand-mère vient de décéder et elles découvrent dans le grenier, de la maison de leurs grands-parents un grimoire qui, pareil, va les envoyer dans un autre monde. Alors on a des jeunes ados ici aussi, mais pareil, hein, le langage est complètement, accessible pour des enfants si vous voulez le conseiller à des enfants. Même pour vous, moi, c'est une lecture que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et j'ai beaucoup aimé surtout cette idée de lien, de transmission, puisque en partant dans ce monde, elles partent aussi à la découverte des secrets de leur grand-mère. C'est un monde évidemment très féerique avec des créatures, voilà, on sent que l'autrice s'est lâchée au niveau de l'imaginaire pour parler de toutes ces créatures.
Et il y a ce lien effectivement très important avec la famille et notamment avec leur grand-mère, mais aussi leur grand-père et l'idée aussi de transmission, l'idée de l'idée que, bah, voilà, quand quelqu'un meurt, il ne disparaît pas complètement. Il vous a, laissé, que ce soit de la famille ou pas de la famille, hein, d'ailleurs, hein, on peut très bien se faire sa propre famille, mais il vous laisse une part de lui quand il s'en va. Et il y a vraiment cette idée-là dans ce livre et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et le dernier, là, on est carrément dans les vibes de Noël, c'est Un soir de décembre, Mission givrée pour sauver Noël de Guillaume Dicaro. Alors là, on va d'abord suivre un gamin des rues. Je ne sais pas trop à quelle époque ça se passe, c'est pas vraiment dit. Donc c'est pareil, c'est à partir de 9 ans. Le Bon, c'est un petit gamin des rues qui fait ce qu'il peut pour se débrouiller et dans le même temps, on va, découvrir une maison plutôt bourgeoise avec 4 enfants, avec leur mère. Le père est absent. Ils attendent leur, oncle. Il y a aussi la gouvernante qui est là, la nourrice, c'est assez joyeux. Ils attendent Noël, ils attendent que l'oncle vienne pour lui parler et pour qu'il, ensuite il va passer, voilà, la soirée avec leur mère pour aller voir un spectacle de magie. Et cet oncle, tous les ans, leur offre un calendrier de l'Avent sous forme de boules de Noël qu'il faut casser pour trouver le cadeau. Donc jusqu'ici, tout va bien, jusqu'au moment où l'oncle et la mère s'en vont. Et là, les enfants vont casser la boule du 24 décembre avant l'heure. Et il va se passer un tas de choses voilà, qui n'étaient pas prévues. C'est pareil. Alors, on reste dans notre monde, mais avec du fantastique. C'est pareil, il y a voilà, la famille a un lien très important, mais aussi les amis qu'on se fait, parce que voilà, ils vont rencontrer un moment ce petit garçon des rues aussi. Ils vont rencontrer d'autres personnes à qui ils vont être amis. Il y a aussi des flashbacks qui expliquent la situation actuelle, notamment vis-à-vis de leur oncle, de leur mère. Voilà, il y a plein de choses voilà, super intéressantes. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les vibes en fait que ça envoie. On parle pas vraiment de Noël, hein, mais on est vraiment dans de l'amitié, de l'amour, de l'aventure. De la recherche pour aider les autres. On voit aussi ce que peut faire la jalousie, ce qu'elle peut engendrer voilà, quand il y a de l'amertume qui s'est accumulée, de la jalousie, que ça peut mener à des choses beaucoup plus sombres. Alors bien sûr, ça reste de la littérature jeunesse, donc ça va pas être hyper développé au niveau de la psychologie des personnages, mais on a quand même des personnages un petit peu nuancés, et ça c'était vraiment bien, notamment je pense à un personnage féminin qui a un rôle assez important. Et à la fin, on va parler du Père Noël. Voilà, pour tout vous dire, on va quand même parler un petit peu du Père Noël et du monde de Noël. Et voilà, puis il y a ce petit garçon des rues, moi, qui m'a beaucoup émue aussi par son passé, par le fait qu'il est tout seul, qu'il a dû apprendre à se débrouiller tout seul. On va comprendre quelles sont ses origines au fur et à mesure de l'histoire. Et c'était vraiment très sympa. Voilà, donc si vous n'êtes pas rebuté par la littérature jeunesse, je vous conseille vraiment ces trois-là parce qu'ils sont très beaux. Et je trouve que voilà, comme c'est assez féerique, bah, ça tombe vraiment bien dans les vibes de l'hiver, de Noël. Ensuite, alors je ne dis pas de bêtises, j'avais pensé à des Cozy Mystery, j'en ai malheureusement pas lu beaucoup, j'ai lu beaucoup des Agatha Raisin. C'était mon premier Cozy Mystery. Ah bah, je crois que c'est un des premiers qui a été de toute façon traduit en France, si ce n'est le premier. Là, je pense que la série doit être terminée quand même. On est à plus de 30 tomes, hein. On suit cette femme qui travaille dans l'événementiel, si je me souviens bien, qui a une petite cinquantaine d'années, donc qui vit quand même sur des chapeaux de roue parce que voilà, elle a dû se faire sa place dans ce monde pas toujours facile et un peu macho. Et elle décide de prendre sa retraite en avance. Elle en a les moyens, voilà, elle a très bien réussi son entreprise. Donc elle lâche son entreprise et elle s'achète un petit cottage, alors dans un endroit en Angleterre qui est assez recherché d'ailleurs, où les cottages ne sont pas donnés, sauf pour les habitants du cru qui sont déjà là depuis des années. Mais j'ai pas retrouvé. C'est pas les Cotswolds. Non, ça doit pas être les Cotswolds. Je sais plus où c'est exactement. Qu'elle se trouve un petit cottage. Alors, elle est assez. C'est un personnage vraiment détonnant, Agatha Raisin. C'est-à-dire que. Alors, elle est décrite comme une femme d'une cinquantaine d'années, un petit peu rondelette. Elle est brune, hein, parce qu'ils ont fait une série de téléfilms sur France 3. Elle est blonde, mais dans le livre, il me semble qu'elle est brune. Voilà, qui prend soin d'elle, mais qui en même temps aime bien la bonne chair, qui fume, parce qu'à la base, ça date des années 90. Alors, apparemment, vous avez des scènes où vous dites,
C'est bizarre, mais parce qu'ils fument dans les restaurants, et cetera. Mais évidemment, dans les années 90, c'était encore permis. On pouvait fumer partout. Donc voilà, donc ça, mais ça a pas trop mal vieilli puisque voilà, il y a ce personnage, oui, elle est un peu loufoque par moment, elle est assez maladroite, elle peut être collante, mais elle est vraiment attachante et en même temps, elle a du caractère. Elle a quand même monté sa propre entreprise parce qu'elle a eu des débuts dans la vie pas forcément faciles. Elle n'a pas épousé le bon bonhomme, on va dire. Voilà, donc elle est partie de rien et elle a réussi sa vie, donc elle a du caractère. Donc elle s'installe dans ce petit cottage et elle est très heureuse parce que son nouveau voisin se trouve être un homme, pareil, à peu près du même âge qu'elle, un très bel homme apparemment. C'est un ancien officier, je crois. Enfin, en tout cas, il a travaillé dans l'armée ou je ne sais plus exactement. Mais il faut dire les choses comme elles sont, elle lui fait un petit peu peur quand même, parce qu'elle est assez rentre dedans, donc ça peut faire peur. Et évidemment, comme dans tout Cozy Mystery, à chaque fois, elle va se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et il va y avoir un meurtre dans son entourage. Et normalement, elle n'est pas censée s'en occuper, mais elle ne peut pas empêcher sa curiosité d'aller farfouiller pour trouver qui a commis ce meurtre. Donc on retrouve un petit peu cette ambiance de l'Angleterre campagnarde, où les gens se connaissent tous dans le petit village, où voilà, où il y a beaucoup de liens, où les défauts de chacun sont décrits de façon assez ironique et sarcastique, avec assez d'humour, et c'est assez sympa, sans être méchant pour autant. Et voilà, et moi, elle me fait bien rire, Agatha Raisin, parce que oui, elle a le chic pour se mettre dans des situations pas possibles. Dès le premier tome, c'est Quiche Fatale, le nom déjà. En fait, il y a un repas qui est organisé, alors ça doit être pour les bonnes œuvres, je pense, par le pasteur et sa femme, et il faut préparer une quiche. Sauf que, en l'occurrence, Agatha, alors se dit, ouais, ouais, je vais vous amener une quiche, sauf qu'elle ne sait absolument pas cuisiner. Donc elle achète une quiche, et puis elle fait semblant qu'elle l'abîmer un petit peu. Et puis malheureusement, une personne, doit être une femme, qui décède en mangeant sa quiche. Voilà. Donc vous voyez, ça commence comme ça, très très fort. Et c'est vraiment une série très sympa. Je vous la conseille si vous voulez du Cozy Mystery. Alors après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a les détectives du Yorkshire, il y a les Anna Swanson, mais là, ça se passe aux États-Unis, il me semble. Je ne les ai pas encore commencé. Dans une autre série, j'ai commencé les enquêtes des sœurs Brontë de Bella Ellis aux éditions Hauteville. J'en ai pris un au pif. Je ne peux pas vous dire lequel est le premier parce que je les ai tous. Et bon, bizarrement, j'ai lu le 3, j'ai pas lu le 1 et le 2. C'est tout simplement parce que c'est le premier, La mariée disparue, c'est le tome 1. Le deuxième, c'est Les Eaux du Diable. Et après, je ne sais plus. Mais en fait, j'ai eu le tome 3 en service presse numérique. Donc, j'avais une date butoir pour le lire. J'avais pas encore lu les deux premiers. Je me suis dit, tant pis, ça n'a pas gêné ma lecture. Je les ai achetés parce que j'aime beaucoup les sœurs Brontë. euh, et j'aime bien qu'il y ait des livres voilà, qui parlent encore des sœurs Brontë. Puisque, bon, voilà, j'ai pas tout lu des sœurs Brontë, mais quasiment. Donc, j'aime bien avoir une extension de leur aventure, de les côtoyer encore, tout comme Jane Austen. J'adore voilà, lire des romans qui sont adaptés, où on voit Jane Austen comme héroïne, où on reprend des personnages de ces romans. Voilà, j'aime beaucoup, ça me permet de prolonger le plaisir que j'ai à retrouver ces autrices, voilà, parce que j'aime beaucoup, même si c'est pas du tout le même style d'écriture, Jane Austen et les Sœurs Brontë. Jane Austen, c'est début 19e, les Sœurs Brontë, c'est seconde partie de 19e, puis on n'est pas du tout dans le même style, hein. Jane Austen, vous avez des happy ends, c'est un regard très sarcastique sur la société. Les Sœurs Brontë, c'est plus sombre, voilà. Mais ça finit pas toujours super bien non plus, ça dépend lesquels. Mais voilà, donc j'étais très contente de prolonger mes aventures avec les Sœurs Brontë, et je pense qu'à chaque volume, une des trois sœurs, Émilie, Anne ou Charlotte, va être plus mise en avant pour pouvoir enquêter. Sur celui que j'ai lu, je crois que ça se passait à Londres, donc elles quittaient quand même leur Yorkshire natal. Alors je ne sais pas si historiquement elles ont beaucoup quitté Yorkshire, enfin si, elles l'ont quitté puisque certaines d'entre elles pas forcément, elles ont travaillé comme gouvernantes, mais elles pouvaient très bien être gouvernantes dans le Yorkshire. Elles ont été, je ne sais pas si elles ont été pensionnaires, je ne sais plus si elles sont allées en pensionnat. J'ai un doute. Je sais, elles avaient deux sœurs aînées qui sont allées en pensionnat, qui sont mortes toutes les deux en pensionnat parce que les conditions de vie étaient très rigoureuses malheureusement. Donc je ne sais pas si elles par contre y sont allées, mais voilà, je ne sais pas si historiquement c'est très vrai, mais c'est un plaisir de retrouver les sœurs Brontë. Ça se lit tout seul, vous voyez, bon là ils sont pas gros, c'est très large, très aéré, et voilà, ça se lit tout seul, donc c'est bien. Évidemment il y a un crime.
c'est pas trop, voilà, c'est pas trop sanguinolent, on vous en met pas des tonnes. Par contre, on peut voir aussi un regard sur la société du 19e siècle avec d'un côté des gens qui vivent dans la pauvreté, les criminels et puis de l'autre côté, vous avez des gens alors plus nantis. Alors les sœurs Brontë, on va dire qu'elles se situent entre les 2 parce qu'elles sont pas non plus super riches. Mais voilà, vous avez aussi on voit aussi cette société du 19e siècle et je trouvais ça vraiment, très intéressant. Ensuite, pour repartir, vers, des choses un petit peu plus je perds mes cheveux, un petit peu plus, fantastiques, je vous conseille alors c'est les 2 seuls romans que j'ai lus de cet auteur, mais je vous conseille enfin de cette autrice, je vous conseille Jo Collins. On est dans du fantastique et franchement c'est doux, c'est bienveillant, c'est du slow burn, il y a des romances, hein, dedans, c'est de la romance fantastique, mais c'est du slow burn, moi j'aime bien. Je préfère le slow burn. Voilà, et je trouve qu'elle a une plume vraiment pleine de douceur, pleine de bienveillance. Enfin, ça ressort dans sa plume et j'aime beaucoup. Donc, j'ai lu le tome 1 du Domaine des Cygnes Noirs qui s'appelle Hôtel Miracle. Donc, il y a plusieurs tomes. Et là, en fait, on va suivre un homme, c'est Peter, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je vais retrouver son nom? Un inconnu, voilà. Non, c'est Antoine. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'appeler Peter. Aucune idée. Ouais, je cherche à comprendre. Donc, bref, au départ, on suit Antoine, qui est pilote de chasse durant la Seconde Guerre mondiale et qui va être attaqué par... enfin, son avion va être touché par un avion allemand et il va s'écraser et il va se retrouver, en fait, en 1913, il va se retrouver avec, dans l'hôtel Miracle qui appartient à Victoire. Victoire qui est une jeune femme qui est veuve et qui essaie tant bien que mal de faire survivre son hôtel. Malheureusement, les dettes s'accumulent, il y a de moins en moins de monde qui viennent dans son hôtel, donc ça devient compliqué. Le domaine est magnifique, hein, il y a tout un parc autour, une forêt, un lac, il y a des cygnes évidemment, d'où le domaine des cygnes noirs. Et il y a une partie de fantastique, bon déjà parce que, pourquoi je veux l'appeler Peter, c'est pas vrai, parce que Antoine vient déjà de 1942 ou 43, et donc déjà il y a voilà, ce changement temporel. Et puis, il y a d'autres mystères aussi qui, bien sûr, vont s'ajouter à cette histoire. Il y a aussi le beau-frère de Victoire qui veut racheter l'hôtel. Elle n'est pas vraiment pour. Pour elle, c'est l'héritage de son mari. Son mari a investi beaucoup dedans, donc elle veut le garder. Voilà. Et puis, il y a bien sûr un début de relation qui va s'établir entre les deux personnages. C'est vraiment très doux. Franchement, si vous voulez une romance, il y a un petit peu de fantastique, mais pas trop. Voilà, si vous n'êtes pas branché hyper fantastique, il y en a un petit peu, mais à la fin, voilà. Et puis Peter, Antoine, Antoine qui se retrouve en 1913, mais sinon il n'y a pas trop de fantastique. C'est plus, on va plus retrouver l'ambiance, encore une fois, du début du XXe siècle, en fait, dans cet hôtel. Ça fait penser à Downton Abbey, avec leur... il n'y a pas autant de serviteurs, et puis Victoire, je veux dire, il faut qu'elle fasse tourner son hôtel, hein, donc elle passe pas ses journées à faire de la broderie et en restant tranquille au coin du feu. Mais voilà, elle est obligée de travailler. En plus, c'est une femme assez indépendante de ce point de vue-là, donc c'était intéressant. Et c'était intéressant de voir aussi comment vivaient les gens au début du XXe siècle, de voir comment, en plus, comment les femmes aussi étaient traitées, puisque bah, une femme veuve qui tient un hôtel, c'est pas forcément super bien vu. Puis on se dit, la pauvre, elle va pas y arriver, quoi. Voilà, elle est pas capable. Et bon, franchement, je vous conseille il faudra que je lise la suite d'ailleurs parce que c'est vraiment tout doux. J'ai vraiment passé un bon moment. Là, de Si Cruelle Magie. Alors, c'était sorti d'abord sous le titre Les Lords d'Otoma et Joe Collins l'a réédité très récemment sous le titre de Si Cruelle Magie. Alors là, nous sommes dans un monde de fantasy où en fait les gens ont tous des pouvoirs. Voilà, alors il y en a, c'est l'électricité, bah, notamment notre personnage principal, le masculin. Il y en a d'autres, ça va être au niveau du temps. Il y en a, ça va être au niveau de... oh, je ne sais plus. Enfin, voilà, il y a différentes castes, entre guillemets, de gens qui ont des pouvoirs, la divination. Ça, c'est notre personnage féminin. Et par contre, on ne sait pas trop ceux qui n'ont pas de pouvoir ce qu'ils deviennent. Parce qu'ils n'ont pas vraiment leur place dans cette société et ils sont envoyés sur une île. Point. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas ce qui se passe sur cette île, on ne le revoit jamais. Donc voilà, donc question quand même autour de cette île, d'une part. D'autre part, on est dans la ville d'Otoma qui est une ville qui fonctionne grâce, alors le nom de la famille, je n'ai pas retrouvé,
mais notamment grâce aux jumeaux Oswald et Cyrus. Alors eux, ils font partie de la grande famille aristocrate d'Automa, puisque c'est grâce à eux que cette ville existe, puisque tout fonctionne à l'électricité et eux détiennent le pouvoir sur l'électricité. Sauf que Cyrus disparaît et là, bah, du coup, comme Oswald se retrouve tout seul, et ben, il y a plein de pannes d'électricité, ce qui fait que il y a plus de communication, les usines s'arrêtent, on ne peut plus circuler parce qu'on circulait énormément avec des sortes de voitures. Voilà, donc ça fiche un chaos pas possible. Or, au tout début du livre, Oswald était venu voir une devineresse, Maëra, qui travaille dans un cirque. Et puis, la rencontre s'est très mal passée. Voilà, il est parti tout de suite. Bref, ça s'est très très mal passé. Et puis Maïra, le soir, sort avec une amie et elle retombe sur Oswald. Sauf que ce n'est pas Oswald, mais son frère Cyrus. Puis voilà, bon, on passe la soirée un peu ensemble. Et le lendemain, bah, Cyrus a disparu. Et donc Maïra et son amie sont les dernières personnes à l'avoir vu. Donc ils vont devoir enquêter ensemble avec Oswald pour pouvoir retrouver Cyrus et rétablir l'ordre sur Automa, d'autant que alors je ne sais plus si c'est un roi qui gouverne ce pays, ce monde, mais voilà, ça remonte jusqu'à ses oreilles, ça pose problème, donc on va voir aussi l'arrivée de ce personnage. Et bien sûr, bah, il va y avoir une relation, pareil, slow burn entre Maëra et Oswald, que au début ne peuvent pas se piffrer. Oswald n'est pas un personnage hyper sympathique, hein. Autant Cyrus est très solaire, très gentil, très doux, il aime bien s'amuser, autant Oswald ne pense qu'à ses responsabilités, ne pense qu'à travailler. Mais on comprend pourquoi aussi, c'est-à-dire que leur père a mis un poids sur leurs épaules très important. Et Oswald a plus de pouvoir au niveau de l'électricité que son frère. Donc, puis il a plus le sens des responsabilités. Du coup, leur père a eu tendance à mettre encore plus de poids sur les épaules d'Oswald et à laisser Cyrus un petit peu à l'écart, ce qui est trop pour Oswald. Et Cyrus, lui, s'est senti toujours mal aimé. Voilà, donc on a tous ces liens familiaux aussi qui vont transparaître au fur et à mesure de la lecture. Et donc on va découvrir Oswald qui va s'humaniser un petit peu, entre guillemets, au contact de Maëra, qui elle cache un très lourd secret. Je ne vais pas vous le dire, mais je crois que c'est marqué sur la quatrième de couverture. Je sais plus. Mais en tout cas, je vais pas vous le dire parce que on le sait très rapidement en lisant le livre, mais autant garder un petit peu de suspense. Et c'était, voilà, on suit leur enquête en fait, et on suit leur relation. Voilà, c'est un peu enemies to lovers au début quand même, avec un côté slow burn. Et j'ai mieux et encore mieux aimé celui-ci que Hôtel Miracle. Là, on est vraiment dans du fantastique avec une part aussi steampunk, puisqu'on va parler de, voilà, on est ça ressemble au Londres de la fin du 19e siècle avec voilà, plein de machines, etc. Donc ça fait vraiment penser à du steampunk. Donc c'est à la fois une romance, enfin une romantaisie et avec du steampunk. Donc c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé. Je pensais même qu'il y avait plusieurs tomes. J'étais déçue quand j'ai vu qu'il y en avait qu'un. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie fin, hein. Alors, après, l'autrice pourrait peut-être écrire sur d'autres personnages hein, du roman, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé et j'ai quitté les personnages avec un peu de regret parce qu'ils m'ont énormément plu. Ensuite, pour partir dans du... Alors là, il y a un tout petit peu de fantastique, mais pas trop. C'est Le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré aux éditions Hurlevent. Donc là, on va suivre un jeune homme, toujours au 19e siècle. C'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, le 19e siècle, parce qu'on est dans une période de changement, notamment industriel, hein, tout ce qui est révolution industrielle arrive, donc ça change complètement la façon de travailler des gens. Du coup, il y a un exode rural aussi. C'est aussi l'époque où on a les premiers, pas les premiers, mais il y a un combat pour du peuple hein, qui veut avoir de la reconnaissance, qui veut être payé plus, qui en a marre d'être exploité. Donc c'est vraiment une période de bouleversements aussi sociaux qui sont vraiment passionnants à suivre. Et puis il y a ce côté aussi, parce que là ça se passe dans la deuxième partie du 19e siècle, c'était très à la mode, notamment en Angleterre, de faire des séances de spiritisme. Alors vous avez ce côté très industriel, donc très pragmatique, très technologique, et en même temps on aimait bien se faire une petite séance de spiritisme comme ça. Mais c'était très pris au sérieux. Alors je vous dis ça en rigolant, mais c'était très pris au sérieux, n'empêche, à cette époque-là. Donc là, on n'est pas trop dans ce trip-là. On va suivre, alors c'est Oscar. Cette fois, je ne me suis pas trompée de prénom.
Oscar, nous sommes en 1865 en Angleterre. C'est un jeune aristocrate. Il vient de perdre sa mère et il est complètement déboussolé suite au décès de celle-ci. Il faut dire qu'il était très très proche d'elle, d'autant plus proche qu'il n'a jamais connu son père. Alors ça a beau être des aristocrates, malheureusement leur nom est entaché parce que sa mère, enfin, la mère d'Oscar ne s'est jamais mariée, on ne sait pas qui était le père d'Oscar. Donc ils gardent quand même du pouvoir, beaucoup de richesses parce que voilà, ils ont un nom assez important. Le grand-père est toujours vivant et tient de, tout ça de main de maître. Mais n'empêche que Oscar vit très mal le fait d'être en quelque sorte un bâtard, hein, malgré tout. Il a beau être voilà, dans une famille aristocrate très, voilà, qui a très haut niveau, qui est très haut dans l'échelle de l'aristocratie, n'empêche que c'est vu comme une tâche. Et là, bah, il traîne un peu sa mélancolie un peu partout dans la maison. Là, il vit avec sa tante et le mari de celle-ci. Et puis, un jour, sa tante et son mari accueillent lors d'un dîner un capitaine de vaisseau. Là, je ne vous spoil pas, c'est marqué sur la quatrième de couverture qui en fait se trouve être le père d'Oscar. Donc Oscar va le découvrir. En fait, ils ont pas, le grand-père n'a pas voulu que, enfin, il n'a pas voulu que sa fille et ce capitaine de vaisseau se marient, puisque lui à cette époque-là, il n'était même pas capitaine, c'était un simple petit marin. Donc voilà, c'était pas possible cette union. Mais elle a quand même eu un enfant. Voilà, donc lui, il arrive. Donc bah, la tante propose qu'il emmène avec lui Oscar, plutôt que de le voir traîner comme ça partout avec sa mélancolie. Je le dis de façon ironique, mais bon voilà, c'est vrai qu'il est là, il est un peu désœuvré. En même temps, il ne se rend pas compte non plus de la chance qu'il a d'être dans un milieu très aisé. Voilà. Donc il va se retrouver simple marin sur ce bateau. Ça va pas être facile les premiers jours parce qu'il va se retrouver à dormir dans un simple hamac à fond de cale avec plein d'autres marins, à avoir très peu d'affaires personnelles, à devoir travailler. D'ailleurs, on va voir son évolution autant psychologique que physique puisque bah, il n'a jamais fait beaucoup d'efforts physiques jusqu'ici, donc il va s'épaissir un petit peu. Psychologiquement aussi, parce il va se faire des amis qui sont des gens du peuple, hein, tout simplement, des marins qui viennent du peuple, qui vont lui raconter leur histoire pour certains. Donc il se rend compte que, oui, ok, il est peut-être un fils illégitime, mais il a quand même vécu une vie de privilège jusqu'ici. Et là, il se rend compte que c'est pas le cas. Son père, lui, voudrait essayer de se rapprocher de lui, mais Oscar n'est pas trop d'accord au début. Puis petit à petit, bon, on se doute que voilà, va quand même, le voyage va durer longtemps. Je ne sais plus jusqu'où ils vont, mais bon, vous imaginez, c'est en Inde? Oui, c'est ça, c'est jusqu'en Inde. Vous imaginez, à cette époque-là, les voyages en bateau étaient très très longs. Donc, ils vont apprendre petit à petit à se connaître. Et surtout, Oscar va apprendre à se connaître lui-même. Voilà, bon, déjà, oui, il va apprendre ce que c'est que le travail physique, ce que c'est de voir le dernier quart avant l'aurore, c'est quand vous devez faire le guet en fait, hein. Il y a toujours quelqu'un qui surveille ce qui se passe voilà, au niveau du bateau pour qu'il n'y ait pas de problème. Et d'où le titre. Et voilà, il va devoir travailler physiquement et il va devoir s'adapter aussi. Et puis voilà, découvrir un autre monde et petit à petit se rapprocher de son père. Et voilà, et c'est pareil, c'est très beau, c'est assez doux. Il y a une toute petite part de fantastique, mais vraiment légère. Elle est pas très importante. C'était beau de voir l'évolution de ce jeune homme, en fait, qui est complètement perdu au début du livre et qui va peu à peu apprendre à se connaître, qui va connaître les sentiments aussi, l'amour, qui va connaître aussi bon, l'amitié, mais aussi la cruauté des hommes, leur avarice, leur envie. Et voilà, et on va arriver au bout de ce voyage, il va retourner chez lui et enfin il va choisir sa direction. Donc voilà, c'est un voyage initiatique en fait. Et c'est bien fait, il n'y a pas trop de termes techniques. Ça va, il y a un petit glossaire de toute façon, je crois, à la fin du livre. Si je dis pas de bêtises, c'est pas trop technique. Moi j'avais peur que ce soit trop technique au niveau, voilà, tout ce qui est bateau. Et moi, j'avoue que d'une part, j'y connais rien, d'autre part, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse. Mais c'est pas, voilà, c'est pas trop le cas ici. C'est vraiment pour suivre le parcours d'Oscar. Voilà, c'est aux éditions Le Vent. C'est une maison d'édition que bah, j'ai lu que 2 livres de chez eux, je crois, pour le moment. Mais c'est une maison d'édition que j'ai envie de connaître de plus en plus parce que voilà, ils proposent voilà, souvent des vibes un peu gothiques. Alors là, on n'est pas dans du gothique, si ce n'est cette petite part de fantastique, mais un côté effectivement souvent 19e siècle ou début 20e que j'aime beaucoup.
Ensuite, je voulais vous conseiller aussi, alors là, on est plutôt dans des vibes automnales. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là d'ailleurs, parce qu'on quitte l'automne, là, bientôt. C'est le tome 1 des Sœurs Solstice, pardon, l'automne du grimoire de J.L. Vampa aux éditions du Chat Noir, que j'avais reçu en service presse. Bah, non. En fait, non, je les ai pas tous reçus en service presse. Les Sœurs Brontë, Dernier quart avant l'aurore, ce sont des lectures personnelles. Le reste, ce sont des services presse. Bon, je sais qu'il faut l'indiquer maintenant, alors je le dis. Bon, c'est vrai que je ne mets pas de rien en bas de la vidéo, mais bon. Donc là, c'est un tome 1. On va suivre... alors, c'est Agathe ou Agatha? C'est Agatha, je crois. C'est Agatha. Pourquoi vous n'avez pas mis le prénom? Si, Agatha, voilà, c'est ça. En fait, au tout début, on est dans des vibes vraiment automnales et très witchy. On est vraiment dans de la sorcellerie, puisqu'au début, on va suivre... quatre sœurs. Voilà, on fait la connaissance de quatre sœurs. Alors au début, c'était pas évident de savoir laquelle était raccordée à quelle saison, quel était son familier, parce qu'elles ont chacune un animal qui les accompagne, comment elles se tenaient quand elles font un cercle. Il y en a une au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà, c'était un petit peu compliqué au début, mais après, on replace bien les morceaux, ça va. Et les différentes relations qu'elles ont entre elles. On voit que, par exemple, Agatha est très proche de l'une de ses sœurs. C'est plus compliqué que leur sœur aînée qui est beaucoup plus froide, doit être la sœur de l'hiver d'ailleurs, euh, qui est un petit peu la cheftaine du groupe. Et en fait, elles n'ont le droit de se voir qu'à chaque équinoxe et chaque solstice pour la passation du grimoire familial. Alors ce grimoire a été écrit déjà par quatre sœurs auparavant. Et ensuite, il est passé dans la famille de ses sœurs qui sont là depuis 300 ans. Ça fait 300 ans qu'elles se passent ce miroir, et ce grimoire, pardon. Et ce grimoire leur dit ce qu'elles doivent faire. Voilà, quelle mission elles doivent accomplir quand c'est leur tour. Donc là, c'est au tour d'Agatha, la sœur de l'automne, d'avoir le grimoire. Sauf que Agatha n'est pas enchantée du tout. C'est un personnage qui est tout de suite sympathique parce que malheureusement, en tant que sœur de l'automne, c'est elle qui doit déclencher des guerres, des épidémies, qui doit tuer des gens. Enfin, voilà, donc c'est très très lourd pour elle. Elle ne supporte pas ce qu'elle fait, mais malheureusement, elle est obligée. Alors, parce que d'une part, elle n'a pas le droit de voir ses sœurs en dehors des solstices et équinoxes. Elle n'a pas le droit de ne pas obéir au grimoire, sinon cela pourra engendrer des catastrophes terribles et elle pourrait perdre ses sœurs. Ça explique qu'elle obéisse à ce grimoire. Et là, elle est envoyée, alors je ne sais plus dans quel royaume, le royaume merveille, tout simplement. Et là, elle doit en fait... alors au début, elle doit juste se rendre au royaume merveille. Alors on se dit, bon, mais elle n'en sait pas plus. Hein, le grimoire, en fait, va distiller petit à petit ses ordres. Et là, en fait, elle doit épouser le prince du royaume. C'est marqué sur la quatrième de couverture, hein, je ne vous spoil pas. Elle doit épouser le prince du royaume. Et quand elle arrive dans ce royaume, elle a la surprise de découvrir que elle fait partie d'une prophétie où il est noté que effectivement, ils enverraient quelqu'un avec telle et telle caractéristique qui lui correspondent tout à fait. Bon, pour vous dire, son familier, voilà, petite chauve-souris qui est toute mignonne dans le roman, elle est vraiment toute mignonne. Voilà, donc elle a ces caractéristiques-là et elle doit épouser le prince. Alors évidemment, ça se passe pas bien du tout la première rencontre avec le prince. Qui même s'il est beau gosse, il est assez imbuvable, il a une réputation d'être, voilà, de penser qu'à s'amuser, de courtiser toutes les femmes, de boire, de jouer. Donc, bon, ça se passe pas très bien. Agatha, elle est plutôt assez sérieuse. Puis surtout, elle a ce poids sur les épaules de devoir remplir ses missions. Et puis elle se demande pourquoi elle doit l'épouser. Surtout, bon, apparemment, bon, en même temps, elle est obligée d'obéir au grimoire. Et puis en plus, elle est pas super bien vue. Il y en a qui l'acceptent pas parce que c'est quelqu'un. Ils savent pas que c'est une sorcière, ni que c'est la sorcière de l'automne. Alors, normalement, les sorcières sont censées avoir disparu en plus dans ce monde. Ce sont les mages maintenant qui détiennent la magie des hommes. Et donc, ils ne savent pas du tout que c'est une sorcière avec de grands pouvoirs. Donc, elle est vue comme une simple fille du peuple. Qu'est-ce qu'une fille du peuple va se marier avec un prince? Voilà, ça ne plaît pas tellement. En même temps, ça plaît à certains parce que dans ce royaume, le peuple justement commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de la royauté qui profite de tout, qui profite de leurs bras, de leurs jambes, de tout leur travail pendant que eux triment comme des malades et ont à peine de quoi se nourrir. Donc pour eux, pour la royauté, quelque part ce mariage les arrange parce que ça pourrait aider à retrouver l'amitié du peuple en quelque sorte, voilà, à calmer un petit peu le peuple. Bon, bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. Le prince n'est pas tout à fait celui qu'on croit.
On voit aussi que, bon, pareil, hein, on va aller d'un enemies to lovers à, ouais, bon, on va aller d'un enemies to lovers, voilà, tout simplement, avec un petit côté slow burn que j'ai beaucoup aimé. Et il y a énormément de, voilà, de sorcellerie dedans, voilà, d'utilisation de pierres, de plantes, de chaudrons, et j'ai adoré ça. C'est vraiment les moments géniaux. Il y a les miroirs aussi qui permettent parfois de discuter entre sœurs, même si elles ne se, elles ne se rencontrent pas. C'est par miroir opposé. Il y a les familiers qui amènent les courriers. Voilà, donc c'est assez rigolo. C'est très bien fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a des moments un petit peu plus durs, hein, surtout vers la fin, parce qu'on va se rendre compte de... Les héros vont se rendre compte de plusieurs choses. J'ai hâte, d'ailleurs, il faut que je demande aux éditions du Chat Noir quand sort le tome 2, parce que je ne sais pas s'il va y avoir un tome par sœur, parce que je pense qu'on va rester quand même centré sur Agatha, à moins que vraiment ils changent, mais les autres sœurs, en tout cas, je pense qu'on va les voir davantage dans les prochains tomes. Alors, je ne sais pas non plus combien il y aura de tomes, mais c'est vraiment, ça reste doux, ça reste, voilà, des vibes automnales, cosy, witchy. C'est vraiment été une lecture super agréable. J'ai vraiment adoré cette lecture. J'avais hâte de le lire parce que la couverture est prometteuse et franchement, le livre est effectivement tient toutes ses promesses et c'est très 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 agréable. Pour rester toujours un peu dans ces vibes witchy et cosy, je vais vous proposer un cosy. Alors c'est classé en cosy aurore. Alors moi personnellement, ça m'a pas fait peur. Je sais qu'il y a des gens à qui ça a fait un petit peu peur, mais je pense que c'est des gens plus jeunes qui ont peut-être moins l'habitude de lire des livres, genre des thrillers ou des livres un peu plus fantastiques. Ouais, j'ai trouvé, voilà, c'est vraiment très très cosy, hein. Le mot horreur, pour moi, il est presque trop, mais je ferais ça très cosy. C'est Les Filles de Witch Hazel House. Alors, comme je l'ai rangé, il est tout au fond, en haut, je ne suis pas allée le rechercher parce que voilà, on va éviter tout accident. J'ai déjà mon loulou qui a mal à la tête, c'est pas peine que je me ramasse un livre sur la figure en plus. Donc il y a un très bel objet livre d'ailleurs, qui a été écrit par Nora Lake et Cécile Guyot et qui est sorti aux éditions Naos, que j'avais reçu, non, que j'ai pas reçu en service presse. Putain, une bêtise. Non, non, je l'ai eu aux Aliénales, au Salon du Livre, dédicacé par les autrices, et j'ai adoré ce roman. Alors, on est dans du young adulte aussi. On est à notre époque, on va suivre Lark, qui est une jeune fille qui vient, je crois, de Los Angeles à la base, et elle intègre un nouveau lycée. Elle avait de gros problèmes dans son ancien lycée. Elle a des tocs, en fait, elle a vraiment des tocs, hein. C'est-à-dire, par exemple, elle est obligée d'éteindre et fermer plusieurs fois sa lampe de chevet avant de dormir. Voilà, elle est vraiment atteinte de tocs. Donc, évidemment, ça a porté à rigolade chez anciens camarades, ce qui est bien sympathique. Donc, elle change de lycée et elle intègre un lycée de prestige où ils ne seront que 4 élèves. Et ils vont notamment, alors ils vont évidemment étudier plusieurs matières, mais surtout la littérature. Du coup, il y a plein de références à des livres, mais aussi à de la pop culture, hein. Il y a une référence à Buffy, par exemple, je crois, à un moment, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà, il y a plein de références comme ça à la pop culture, c'était vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé, on parle beaucoup du livre aussi de Shirley Jackson. Alors, on parle toujours de la maison hantée, mais il y a son autre livre, Nous avons toujours vécu au château. Et justement, il y a une autre autrice qui m'en avait parlé de ce livre. On en parle dans Les Filles de Witch Hazelhouse. Du coup, je l'ai acheté en poche parce que je me suis dit, ouais, il a l'air bien. Je suis très curieuse de le lire aussi. Je pense qu'on va être dans des vibes un peu gothiques. On est un peu dans de la vibe un peu gothique aussi dans Les Filles de Witch Hazelhouse, puisque elle arrive dans un manoir. Ce lycée se situe dans un manoir. Elles ne sont que 4. Il y a une gardienne, mais qui a sa maison à l'entrée du parc, du manoir, qui en fait travaille sur sa thèse. Et elles ont une prof qui vient leur donner des cours, et voilà, qui tourne beaucoup autour de la littérature. Donc, voilà, quand on est amoureux de la littérature, c'est super intéressant de les voir un peu en cours, tout ça. Même les cours d'histoire, c'est vraiment très intéressant. Il y a ce manoir, il y a un petit côté Dark Academia aussi, puisque on est dans un manoir assez ancien. Il y a des chats. Il y a des chats. Elle va faire la connaissance, Lark, elle va devenir très amie. Elles sont 4 en tout, mais je ne vais pas retrouver les prénoms. La deuxième, elle m'a beaucoup plu parce qu'on va voir le point de vue de Lark et le point de vue de cette deuxième sorcière. Non, c'est pas une sorcière. Je pratique mes sorcières. Le point de vue de cette deuxième héroïne, mais je ne sais plus son nom. Ah, je sais plus son nom, mais qui me plaît et qui m'a plu énormément aussi. Elle est très solaire. C'est elle qui nourrit les chats, qui s'occupe des chats, voilà, qui quelque part
et le liant du groupe, je trouve, il y en a une autre, elle est d'origine mexicaine. Alors elle sait oui, il y a des vibes, quand même, sorcellerie, witchy. Donc la jeune fille qui est d'origine mexicaine, elle a des pouvoirs, elle le sait, sa famille a des pouvoirs, mais elle ne les accepte pas vraiment. Donc le fait c'est pour ça qu'elle s'est éloignée de sa famille et qu'elle est partie dans ce manoir, dans ce lycée. On a la quatrième qui est très timide, très réservée, alors qu'elle est très intelligente, mais voilà, très timide. Et voilà, chacune a son caractère et c'était vraiment, voir cette amitié qui éclot très vite. C'est le fait que l'arc ne soit pas jugé pour ses tocs, c'était très beau à voir. Alors il y a un petit côté effectivement witchy, mystérieux, puisque à un moment, une des jeunes filles va sortir sa planche de Ouija. Elle pratique un petit peu la sorcellerie et malheureusement, en utilisant cette planche de Ouija, elle va faire, venir un esprit, pas très sympathique. On sait aussi, on le sait dès le début, qu'il y a un autre esprit qui se balade dans la maison, mais qui a pas l'air de trop savoir ce qu'il fait là. Donc on ne sait pas trop non plus, nous, qui c'est, si c'est un homme, une femme, quelle a été sa vie avant, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Donc voilà, il y a des c'est pareil, il y a des vibes encore une fois très automnales, très witchy, très cosy surtout je trouve, voilà, il y a un petit village à côté avec, une friperie, avec un petit salon de thé, voilà, on se voit bien où le soir étudier au coin du feu avec ses filles, ou en lisant un bon livre, voilà, ça donne envie de voilà, en fait, c'est un livre, voilà, c'est le livre doudou, que vous prenez avec votre plaid, quand il fait pas trop chaud, avec un bon chocolat chaud ou une boisson chaude, et vous le dégustez tranquillement. Pour moi, c'est vraiment l'impression que m'a donné ce livre et c'est un peu l'impression que m'a donné aussi l'automne du grimoire. C'est vraiment des livres cosy, voilà, c'est ça. Il y a ce côté effectivement, tout doux, où on a envie de voilà, de se replier un petit peu sur soi, un petit peu aussi de temps en temps, ça fait du bien aussi d'être tranquille, d'être un peu isolé et de boire tranquillement, sa boisson chaude tout en dévorant un bon petit livre. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo qui va être vachement longue. En fait, je ne pensais pas parler autant. J'espère que certaines de ces recommandations vous auront plu, que ça vous aura peut-être donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez si vous lisez des lectures de saison. Si vous avez vous-même des recommandations de lecture, doudou ou de lecture de saison, n'hésitez pas à le mettre, en commentaire, puis n'hésitez pas, voilà, à vous abonner et à liker, voilà, pour soutenir la chaîne. Je vous laisse ici pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis bye bye!